Filiosa, psychothérapeute et auteur. Donc un live exceptionnel pour se dire que nous avons besoin d'ancrage plus que jamais, d'éthique et de nous rassembler autour de quelque chose de solide, comme les droits de l'enfant, inconditionnels, pour réaliser nos missions et finalement inventer ensemble la suite dans notre société extrêmement fragilisée. Donc, c'est en général un rendez-vous, enfin c'est le troisième, un rendez-vous de paroles constructives et très sincères pour construire ensemble une autre réalité demain. Donc, je vais vous présenter Isabelle Filiosa, qui est psychothérapeute, écrivaine, conférencière. Est-il nécessaire de présenter encore Isabelle, qui est notre grand témoin du jour et qui va vous écouter attentivement et qui vous proposera une conclusion en fin d'intervention et peut-être prendra la parole dans le cours de nos échanges. Et vous présenter, donner la parole rapidement à Éric Delemare, qui est défenseur des enfants. Et ensuite, c'est Carole qui se présentera. Donc, Monsieur Delemare, nous sommes très, très heureux et vraiment enchantés de vous accueillir. Vous êtes un professionnel de terrain, vous êtes éducateur spécialisé et votre parcours professionnel vous a amené à prendre ces fonctions, occuper ces fonctions de défenseur des enfants auprès de Claire Hédon, qui est donc la défenseure des droits. Vous êtes nommé pour 6 ans, vous avez une mission précise, une feuille de route que vous commencez à définir depuis novembre dernier où vous avez été nommé. Est-ce que, Monsieur Delemare, vous pourriez nous en dire un petit peu plus et partager votre sentiment en ce début d'année avec les professionnels de l'enfance que nous représentons? Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Merci, merci. Alors, merci, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie de m'accueillir sur ce temps fort où vous échangez sur vos pratiques, vos retours d'expérience et les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans l'exercice de vos métiers dédiés à la petite enfance. Lorsque Madame Casso-Vicarini m'a présenté ce temps mensuel, je me suis permis de m'inviter car je souhaite bien entendu fondamentalement garder un lien avec les praticiens de terrain, mais surtout, c'est l'occasion pour moi de vous entendre sur vos préoccupations, mais aussi les réussites qui sont les vôtres dans cette période qui plus que jamais impacte tout le monde. Je lisais qu'elle impactait les grands-parents pour leur vie, les parents pour leur travail et leur argent, et les enfants pour l'équilibre de toute leur vie. Alors, vous avez effectivement m'avez présenté comme acteur de terrain. Alors, ça veut dire à la fois beaucoup de choses, mais ça veut surtout dire pour moi que, bien entendu, j'ai commencé ma carrière, et vous l'avez rappelé, en tant qu'éducateur spécialisé. Alors d'abord auprès d'adolescents en très très grande difficulté, dans des établissements à double habilitation, ordonnance 45 et protection de l'enfance. Et je me suis très très vite intéressé à partir de leurs souffrances aux causes, aux motifs psychologiques et sociaux qui avaient traduit, qu'ils avaient vécu à la maison, et de voir comment on pouvait agir sur ces deux dimensions-là modestement auprès des familles. Je me suis très vite après intéressé aux questions de cloisonnement des politiques publiques et des effets sur les enfants et les familles, souvent avec l'impression d'une double peine, c'est-à-dire qu'ils étaient confrontés à des travailleurs sociaux qui eux-mêmes se sentaient parfois empêchés par ce cloisonnement des politiques publiques que sont la protection de l'enfance, le médico-social, la pédopsychiatrie et voire la protection judiciaire de la jeunesse. Mais je vais plutôt aujourd'hui centrer ma parole. Alors, j'ai eu des expériences diverses et variées. J'ai aussi été formateur. J'ai travaillé avec le Centre de jeunesse de Québec pendant 5 ans sur des échanges de professionnels et sur des séjours de rupture avec des enfants du Québec et des enfants français au Maroc. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé, puisque en tant que directeur de foyer de l'enfance, j'ai aussi beaucoup été à l'écoute de l'accueil des tout-petits, parfois au titre de la protection de l'enfance ou dans le cas de recueil en vue d'adoption auprès de bébés sortant de maternité.
en pouponnière, mais aussi dans des dispositifs, dans des suivis à la maison. J'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup appris sur les questions d'éducation du tout petit, comment prendre en compte la parole de l'enfant avant qu'il ait la capacité orale de s'exprimer, et comment d'autant plus déceler des absences de bienveillance, voire de la maltraitance chez des enfants qui ne s'expriment pas. Je me suis beaucoup intéressé modestement aux neurosciences, à la plasticité cérébrale et à cette capacité des enfants et au pouvoir des adultes qui les ont en charge, les enfants ayant une capacité d'apprendre et de s'émerveiller, mais aussi, lorsqu'ils sont mal accompagnés, pouvant souffrir d'inattention particulière. Alors, comme vous le savez, la Convention internationale des droits de l'enfant, en tant que défenseur des enfants, eh bien, est cet engagement, ce droit supranational qui engage la France à mettre ses propres lois en conformité avec les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cela l'oblige donc à vérifier que toutes ces lois ayant un rapport avec les droits de l'enfant soient bien conformes à la Convention et, le cas échéant, à les modifier ou à éventuellement créer de nouvelles. Je dirais que grâce à la Convention internationale des droits de l'enfant, est reconnu pour la première fois que l'enfant devient titulaire des droits de l'homme dès sa naissance. Mais vous le dites souvent, petit être humain ne veut pas dire petit droit, bien au contraire. Les enfants qui ont des besoins spécifiques à leur âge et l'enfant dépend éminemment des adultes qui l'entourent. C'est la raison pour laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant prévaut à tous les autres intérêts. Vous dire que nous avons, avec Claire Hédon, présenté en novembre dernier notre rapport annuel sur la parole de l'enfant, et nous avons indiqué que la parole, son absence, l'expression nous dit déjà beaucoup sur le niveau de bien-être d'un enfant, et ne pas l'écouter, ne pas prendre en compte cette parole représente non seulement une forme de déni qui conduit à un risque de non-reconnaissance, mais est déjà une forme de violence. Bien entendu, la privation de ce droit est d'autant plus inquiétante que la vulnérabilité de l'enfant qui l'a subi est grande, alors que chaque fois que son expression est recherchée, sa parole écoutée, l'enfant est mieux protégé, notamment contre toutes les formes de violence. Pour cela, il faut que cette écoute, cette participation soit préventive, inclusive, intégrée au modèle éducatif, aux programmes et pratiques scolaires et sociales. Cela implique clairement un changement de culture. Nous savons qu'il n'y a pas de développement affectif et social de l'enfant sans éveil et accueil et écoute de sa parole. Et d'ailleurs, je disais en présentant ce rapport, je disais que si l'éducatrice de jeunes enfants en crèche, l'auxiliaire de puériculture en pouponnière, ça vaut combien il n'y a pas d'éveil sans stimulation de la parole, il semblerait que plus l'enfant grandit, plus les adultes s'intéressent à la dimension normative de l'enfance et de la jeunesse plutôt qu'à son mode d'expression, comme s'il fallait contenir plutôt que tenir. Alors, c'est toute la difficulté aujourd'hui de l'éducation, de prendre en compte cette parole et de faire le lien avec les droits des enfants. Je dirais que votre action, elle est primordiale. Comment prendre le temps. Alors, on a aussi beaucoup entendu de professionnels nous disant qu'ils n'avaient pas le temps, que les systèmes organisationnels ne leur permettaient plus de prendre le temps et qu'à chaque fois qu'on ne prend pas le temps, de préparer l'enfant, de l'accompagner dans toutes les décisions qui le concernent, dans les procédures qui le concernent, eh bien, on rate quelque chose. La prise en compte de la parole de l'enfant est d'abord notre capacité à l'organiser, à organiser les espaces, et ça prend du temps. Et bien entendu, c'est contradictoire avec toute l'urgence que des professionnels subissent dans ce qu'on leur demande parfois d'écrire, de porter, d'aller en réunion sans avoir pris le temps et bien entendu parfois ou avoir pas eu le temps d'écouter la parole de l'enfant. Alors voilà, donc j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je ne souhaitais pas trop empiéter sur ce temps et vous me permettre de vous écouter aussi. Je n'ignore pas les difficultés qui sont les vôtres, les exigences de la société dans cette période anxiogène. Sans doute que cette période a aussi, les adultes n'ont pas été comme d'habitude
des filtres à angoisse et les enfants ont entendu, ont vécu des angoisses d'adultes qu'on aurait pu leur éviter. Maintenant, la question est de savoir comment cette situation comment les pouvoirs publics, comment nous tous allons prendre en compte cette situation, tout ce qui était mis sous le tapis avant cette crise, comment cela va être pris en compte. On voit toutes les alertes en matière de consultation psychologique, en matière d'hospitalisation, en matière de passage à l'acte, auto ou hétéro-agressif des enfants, des adolescents. L'angoisse des adolescents quant à leur devenir, une crise économique qui les concerne aussi dès qu'ils grandissent, des enfants qui sont sortis des radars de l'école ou des enfants qui sont retardés dans leurs apprentissages. Donc voilà un certain nombre de questions et vous êtes je dirais quelque part, l'entrée dans les dispositifs d'éducation et de prise en compte puisque vous vous occupez des tout petits et vous êtes au contact des angoisses des familles dans cette période particulière. Voilà, je vous remercie encore une fois de m'avoir accueilli et je vais prendre plaisir à vous écouter. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Défenseur des enfants. C'est une parole puissante et très pragmatique que vous nous fournissez. On est vraiment très reconnaissant de votre prise de parole aujourd'hui. Je voudrais redire à la communauté qu'Enfance et Covid, qui est un site ressource, a fait un certain nombre de signalements auprès de vous. Vous n'étiez pas encore nommé. Il y a eu un certain nombre de situations extrêmement complexes chez des enfants, des ados, qu'on a adressés directement aux défenseurs des enfants et défenseurs des droits pendant la première et la deuxième vague, qui ont toutes été prises en considération. Alors, dire aussi que c'est assez gênant peut-être de recevoir, ce sont des personnes qui sont malheureusement en retard, mais qui sont quand même avec nous. Et ça, c'est le plus important. Peut-être demander à Marine de retirer la présentation pour qu'on puisse bien voir les personnes qui dialoguent, et notamment Monsieur Delemare, Isabelle. Je vais laisser la parole à Carole, qui est donc partie prenante de notre conseil d'administration et qui a été l'initiatrice des 30 minutes, juste pour nous dire un petit mot et engager le débat, puisque les questions arrivent très, très nombreuses et je vais pouvoir vous les poser juste après. Merci, Carole. Donc, Carole Crismon, je suis directrice de 2 EAJE sur le Grand Est, à Laxou plus précisément, et je suis aussi présidente du collectif des crèches associatives du Grand Est, et je suis trésorière adjointe de l'association Ensemble pour l'éducation. Vu nos remontées de terrain dans le Grand Est, évidemment région hyper touchée par le Covid, il a été évident qu'on avait besoin, nous professionnels des EAJE, d'un temps qui nous appartenait qu'à nous, et pour pouvoir un petit peu dégrossir le travail qui est fait sur le terrain et de pouvoir parler sans jugement et pouvoir donner aussi quelques solutions et pouvoir nous regrouper. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, Monsieur Delemare, d'être présent parmi nous. Et j'ai vu qu'il y avait énormément de questions, donc il faut les prendre. Voilà, donc une première question concernant le droit 49 de contact avec la nature qui n'est pas respecté pour l'instant par les crèches et les écoles. Isabelle pourrait nous dire et prendre la parole si elle le souhaite sur l'importance du mouvement libre et de l'enfant qui interagit en contact, qui interagit avec son environnement. Il se construit en interaction avec son environnement. En effet, en France, on prévoit peu de sorties à l'extérieur. Les enfants sont beaucoup confinés dans les structures. À l'école aussi. Oui, alors, en effet, on a... Dans d'autres pays, on s'y prend différemment. Vas-y, Isabelle. Oui, en effet, on ne mesure pas à quel point la présence de la nature est importante et c'est pour ça que c'est inscrit dans les droits. Maintenant, la science vient vraiment à l'appui de cela. Non seulement la nature permet le contact avec la nature, l'exploration libre de la nature, le mouvement libre dans la nature
permet le développement de l'architecture du cerveau de manière bien plus optimale, surtout sur le plan de la coordination entre l'œil et l'appréhension, par exemple. Et tout cela nourrit tous nos capteurs sensoriels et développe non seulement le cerveau, mais aussi le corps. Et quand on développe plus le corps, quand on se muscle d'un petit peu partout et le mouvement à l'intérieur n'est pas aussi puissant que le mouvement à l'extérieur, parce que la nature offre des stimulations chaque fois différentes. Tandis qu'à l'intérieur, on peut avoir tous les espaliers, les structures, aussi bien conçues soient-elles, elles sont rigides, elles sont fixes, les espaliers sont à des distances toujours les mêmes, et donc il n'y a pas la même nécessité d'adaptation en permanence qui sollicite tous les sens et qui nourrit davantage le cerveau. D'autre part, nous savons aujourd'hui que la myopie est pour beaucoup liée au manque d'exposition à la lumière du jour. Le nombre de lux que nous recevons, que notre œil reçoit lorsqu'il est exposé à la lumière extérieure est largement supérieur à tout ce qu'on peut faire à l'intérieur. Et donc, il est absolument nécessaire que nos enfants passent au minimum 4 heures par jour dehors. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc oui, vraiment, c'est très, très important de continuer de militer et d'améliorer toujours plus. Ce n'est pas simple dans les grandes villes, par exemple, mais ça doit devenir possible. On doit tendre vers ça. Merci Isabelle. Ça pourrait être une recommandation du défenseur des enfants au regard des normes qui sont fixées dans les établissements d'accueil du jeune enfant, de préconiser le plus possible d'ouverture vers l'extérieur. Je pense au Québec, la règle, c'est jusqu'à moins 27 facteurs vent compris. Les enfants sont 4 heures par jour dehors, qu'il vente, qu'il pleuve. Justement, c'est très ludique, la pluie, la neige. Et c'est surtout très, très important pour renforcer les défenses immunitaires et lutter contre les virus et puis être en bonne santé. Non, t'inquiète pas, j'arrive à suivre. Et puis de toute façon, il y a un replay. Attention quand vous parlez, parce que vous avez vos micros ouverts. Il y a une question sur les enfants dont on dit, de notre côté en tout cas, qu'ils sont extraordinaires. Ces enfants en situation de handicap ou de polyhandicap, comment considérer ces enfants qui n'ont parfois pas la parole et pour qu'ils se fassent mieux entendre dans notre société. Est-ce que, Monsieur Delemare, vous avez un point de vue vous voulez nous confier un point de vue sur cette question-là, les enfants atteints de handicap ou de polyhandicap et en particulier ceux qui n'ont pas la parole? Comment les considérer dans notre société et notamment dans les structures d'accueil? Aujourd'hui, la défenseur des droits et le défenseur des enfants sont très interpellés sur les discriminations faites aux enfants. Alors, le problème, c'est que sous couvert de déstigmatisation, et qui est Vous avez votre micro fermé, monsieur, on ne vous entend plus. Monsieur Delemare, on ne vous entend plus. Voilà, ça y est, c'est tout bon. Oui, pardon. Donc je disais que nous sommes énormément sollicités sur les questions de discrimination faites aux enfants. Et la première discrimination, d'ailleurs, pour laquelle le défenseur des droits est saisi, c'est le handicap. C'est le handicap. Enfant, adulte, c'est le handicap. Et en matière particulière d'enfance, je suis assez inquiet, effectivement, sur le fait que, encore une fois, cette volonté de déstigmatisation par le virage inclusif, c'est-à-dire de faire en sorte que la société change son regard, et il y a énormément besoin qu'elle le fasse, eh bien, s'accompagne en même temps de fermeture ou
de place pour des enfants les plus en situation de vulnérabilité, qui oblige certains de nos concitoyens à aller en Belgique ou aller dans d'autres pays, et qui met en désarroi les familles, et qui parfois même crée des sentiments d'isolement et de souffrance énormes. Je crois que les deux mouvements, c'est toujours la difficulté en France, les deux mouvements ne sont pas opposables, mais on les oppose. Je crois qu'il faut continuer de travailler les questions d'inclusion dans l'environnement, mais aussi pas au détriment de savoir-faire de professionnels dans la temporalité. On voit bien que l'éducation nationale n'a pas les savoir-faire, n'a pas les compétences, n'a pas les moyens d'accompagner ses enfants au quotidien. Il faut pouvoir le faire, mais sans réduire sans réduire les places dans des dispositifs spécialisés. Donc voilà aujourd'hui ce qui est la parole du défenseur des enfants et les saisines que nous avons. Mais merci beaucoup, c'est très important en effet que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vous avez cette humilité de nous dire que vous avez besoin de nous écouter pour mettre en place une feuille de route efficace pendant vos 6 années en tant que défenseur des enfants. C'est quelque chose que nous entendons avec beaucoup d'enthousiasme. On nous dit dans ce contexte sanitaire restreint beaucoup d'injonctions auprès des enfants. Il y a des facteurs de risque qui sont là, avec lesquels on doit vivre. Quels sont les facteurs de protection qu'on peut mettre en place face à toutes ces injonctions qu'on fait aux enfants tous les jours, qui ajoutent du stress toxique au stress toxique qui est déjà là? Ne cours pas, mets ton masque, fais tel ou tel jeu et pas l'autre, ne va pas vers tel ou tel copain, etc. Ça, c'est interdit, tous ces interdits qui s'accumulent. Est-ce que, Isabelle, tu voudrais nous… Je sais que c'est un sujet que tu connais très, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu du stress toxique et qu'on entende ensemble cette prévention qu'on peut mettre en place face à l'immaturité du cerveau de nos enfants? Oui, non seulement le cerveau est immature, mais il est extrêmement réactif au stress. Et nous savons aujourd'hui à quel point ça peut vraiment construire des problèmes, des dommages sur le long terme. Mais même sur l'instant, en fait, le stress est souvent contre-productif, c'est-à-dire que nous, les adultes, nous pensons que si nous fournissons des interdits, si nous disons stop, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, si nous fronçons les sourcils, si nous disons non, nous pensons que les enfants réagissent comme nous, c'est-à-dire nous imaginons qu'ils ont un cerveau comme le nôtre et qu'ils sont capables de comprendre la négation et qu'ils sont capables de comprendre l'interdit. Alors, ce que les tout petits de moins de 2 ans comprennent, c'est il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne comprennent pas véritablement de la même manière que nous, avec notre cerveau d'adulte, nous pouvons comprendre. Donc, la première chose, c'est vraiment de formuler nos limites, de formuler les consignes de manière positive, avec le sourire et de manière ludique. Lorsqu'on indique à un enfant comment faire, c'est beaucoup plus facile pour lui de le faire que si on lui dit ce qu'il ne doit pas faire. D'autre part, les études ont montré qu'il suffit de froncer les sourcils pour que immédiatement l'amygdale, cette petite structure dans le cerveau qui déclenche le circuit de stress, soit activée. Et ça, même chez les adultes. Mais chez les tout petits, eh bien, ils n'ont pas encore les différentes zones du cerveau qui peuvent réguler cette réaction de stress. Et donc, lorsque nous disons non à un enfant, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, surtout en fronçant les sourcils, nous déclenchons son circuit de stress, c'est-à-dire que nous l'invitons finalement à fuir, courir, à attaquer, alors nous ou bien un autre enfant, ou bien à se figer. Alors, souvent, l'enfant se fige devant nous. Et du coup, on se dit, bon, ça va, il a compris, il est devenu sage. Mais en fait, pas du tout. Il n'est pas sage. Il s'est juste figé à l'intérieur de lui.
cette dimension du stress est à vraiment mieux comprendre et à faire partager à tout le monde. Lorsqu'on stresse le cerveau d'un enfant, il va réagir de 3 manières différentes: attaque, fuite ou immobilisation. Et dès que nous voyons ces comportements, pensons immédiatement stress, comment je peux calmer ce stress en fournissant de l'attachement, en fournissant de la sécurité, permettant du mouvement libre. Et donc, une chose, c'est de réguler le stress. Et donc, c'est très, très important d'enseigner aux enfants à réguler le stress et d'enseigner aux professionnels à pouvoir aider les enfants à récupérer leur calme, mais autant ne pas susciter le stress chez les enfants. Nous n'avons pas conscience de à quel point nous pouvons, notre attitude, notre durcissement intérieur, il suffit juste d'être froid à l'intérieur et immédiatement, ça va générer du stress chez l'enfant. Et donc, plus l'enfant est petit, plus c'est important d'être attentif à conserver la relation. Si je conserve la relation, je fournis la sécurité à l'enfant, alors je peux lui donner les consignes et il les suivra. Si je fais un interdit, je risque de stresser l'enfant et donc ça va faire le contraire. Et le fait qu'on se dise « Ah, je suis obligé de répéter sans arrêt », eh bien, si je suis obligé de répéter sans arrêt, c'est peut-être justement parce que la formulation que j'ai utilisée n'est pas réellement comprise par le cerveau du tout petit. Merci Isabelle. Si je peux me permettre. Oui, je vous en prie. Oui, une des remontées qu'on a du terrain, ce que nous apprend la période du confinement, c'est que plus on donne de marge de manœuvre au terrain, c'est là qu'on a eu les plus belles expérimentations. En fait, la fonction de l'angoisse, c'est d'angoisser. On s'est aperçu que pendant la période de confinement, on avait mis énormément de cellules de crise en mouvement et où on entendait parler, et ce que je peux comprendre, que la question de l'angoisse des professionnels. Et il n'y avait plus d'espace pour parler des enfants. Et à chaque fois qu'on occupait l'espace sur ces angoisses-là, on alimentait l'angoisse. Et que les plus belles expériences de terrain qui remontent, c'est quand les professionnels ont réussi ou ont eu l'autorisation. Alors, soit ils ont eu l'autorisation par leur direction et l'environnement, soit ils l'ont dit ils l'ont fait sans le dire, et à juste titre, et ils ont retrouvé de l'altérité, du temps, et ils se sont éloignés des protocoles, des normes, etc. Il ne faut pas oublier que beaucoup de professionnels, et je ne dis pas n'ont pas eu le choix que de continuer à travailler sans masque et sans gestes barrières du 17 mars au 11 mai. C'est très important ce que vous nous dites là, Monsieur Delemare, et on voit à quel point vous avez expérimenté ça sur le terrain. C'est aussi beaucoup de commentaires que nous avons dans le chat qui convergent vers exactement ce que vous dites, c'est-à-dire garder le sens de nos pratiques, garder en tête l'intérêt de l'enfant avant toute chose et mettons en place des facteurs de protection qui nous permettent d'être auprès des enfants plutôt que de faire. Alors, il y a des tas de choses qu'on ne fera pas, il y a des choses qu'on ne respectera pas, mais au moins, on aura sauvegardé l'essentiel, c'est-à-dire l'intégrité de l'enfant. Et alors, il y a beaucoup de questions qui concernent les normes sanitaires, les protocoles liés au Covid, avec le port du masque, pas le port du masque, etc. Il y a des études scientifiques qui ont été compilées dans une fiche très pratique qui est sur le site d'Enfance et Covid, donc vous pouvez aller la télécharger. C'est le fruit d'un travail, notamment avec Isabelle et avec les experts qui accompagnent le site de ressources Enfance et Covid. Et vous y trouverez des choses factuelles sur lesquelles vous pouvez prendre en référence. On nous dit il y a trop de directions qui empêchent les éducateurs de faire ce qui est bon pour les enfants à cause des normes absurdes et de surprotection, notamment les sorties dans la nature. Il y a, à cause du plan Vigipirate en particulier, mais dont on ne sait pas bien s'il doit être appliqué, pas appliqué, comment il doit être appliqué. Beaucoup de professionnels qui ne sont pas autorisés à sortir dehors avec les enfants dans des crèches en ville, etc. Et il y a des enfants qui ne voient pas la nature du lundi au lundi. C'est-à-dire que si les parents ne sortent pas, il y a des enfants, comme le disait Isabelle, qui ne vont pas se développer de la même manière et vont avoir des difficultés à réguler
leur stress. On sait que le stress aussi est délétère pour le cerveau et va ralentir et bloquer des apprentissages. Alors, il y a beaucoup d'autres questions. On est arrivé au terme de nos échanges, mais je me propose quand même de prendre une question supplémentaire. En ayant fait des stages récemment en crèche et en maternelle, j'ai été témoin de situations assez dramatiques. Peut-être vous parler des maltraitances institutionnelles. Quel recours avons-nous dans ces cas-là? Comment diffuser des méthodes de bienveillance et d'éveil des jeunes enfants et comment faire évoluer les mentalités? Et Jenny dit à Aude, oui, tu as raison. Et puis voilà, les professionnels ont tous à cœur de respecter l'intérêt de l'enfant, de l'accompagner dans son développement au mieux, d'avoir des relations très sereines avec les parents et d'accompagner les parents dans leur parentalité. Il y a des normes qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Et comment peut-on créer ce lien entre vous, Éric Delemare, et la fabrication des normes à la DGCS? Alors, j'y travaille de temps en temps. J'essaye de faire de plus en plus de remontées d'informations, en tout cas beaucoup de remontées d'informations à la DGCS, au ministère des Solidarités et de la Santé. Mais est-ce qu'il peut y avoir un lien très fluide? Enfin, quel est ce lien qui peut exister entre vous, défenseurs des enfants, et les normes qui sont édictées parfois sur des accidents isolés, sur des peurs pas forcément légitimes, et on édicte des normes qui nous contraignent et qui nous empêchent d'aller dans l'intérêt de l'enfant, des familles et des professionnels? Ce que vous dites, c'est la capacité de notre pays, de nos organisations à s'émanciper de tout ça. J'ai un copain pompier qui vous aurait dit avec humour qu'il y a 4000 morts sur les routes en France et 20 000 à la maison d'accidents domestiques. Donc la sédentarisation est plus dangereuse que le voyage. Ça, c'est maintenant. Alors, bien entendu, nous continuons. L'enjeu aujourd'hui, il est de savoir si, comme dans toute période de crise, nous arrivons à sortir ce qui a fonctionné, c'est-à-dire l'initiative et retrouver l'acte éducatif, la temporalité de l'acte éducatif, l'altérité, le support, parce que vous l'avez très bien dit, il ne s'agit pas uniquement d'une relation entre un adulte, éducateur, un STIT, prof et un enfant. Il s'agit je crois que même que l'adulte n'est que le témoin, le support, et c'est la nature, par exemple, dans l'exemple, qui devient l'objet. Comment on va… je crains, et j'en suis désolé, que dans l'organisation actuelle, dans notre organisation de technostructure à la française, en temps de paix, on retrouve ces normes, ces cloisonnements entre politique, conseil départemental, ARS et mode de gouvernance un peu techno et qui ne permet plus suffisamment de temps de vivre et de faire avec et d'être avec. Il faut retrouver, je crois aussi beaucoup aux formations. Il faut former les gens. Il y a un paradoxe en France, c'est que plus vous êtes formé, moins vous êtes sur le terrain. Heureusement, on a encore les magistrats qui sont devant les enfants, mais maintenant, il faut moins d'éducs de jeunes enfants à tel endroit, il faut plus d'éducs spé le week-end ou la nuit, il faut plus d'infirmières, il faut des aides-soignantes, ce qui, bien entendu qu'il faut des aides-soignantes, mais il faut aussi des personnels qualifiés. Donc, c'est aujourd'hui l'enjeu, et je martèle, moi, qu'effectivement, la période de crise, c'est le travail de certains de dire que c'est une crise sanitaire en 1, pour d'autres une crise économique en 2, et pour d'autres une crise sociale en 3. Moi, je considère que c'est d'abord une crise sociale. Et ça, les autres doivent s'adapter. Vos paroles sont…
Monsieur Delemare de souffler ainsi un vent d'espoir incroyable. J'entends que vous nous incitez à l'intelligence. Et donc, l'intelligence, c'est vraiment la capacité à résoudre des problèmes qui se présentent devant nous. Et malheureusement, on a un peu trop tendance à se dire, ah, il y a le protocole, ah, il y a la norme Intel, je dois me soumettre. Et du coup, on applique un peu strictement. J'ai vu déjà en septembre, quand on s'est déplacé dans une crèche avec Monsieur le ministre Adrien Taquet, là, tout le monde était masqué alors que ça n'était pas encore obligatoire. Preuve que les gens s'étaient ultra engagés dans cette dynamique. Ah, il y a le protocole. Et donc, ce que j'entends, c'est que vraiment, vous nous donnez la permission de redevenir intelligent et de regarder quel est le vrai besoin là. Il est clair que c'est important de ne pas attraper ce Covid. Il est clair que c'est important de protéger les enfants. Ça n'est pas anodin non plus de voir une chute drastique du nombre de bronchiolites. Ça veut dire qu'il y a quand même eu des effets positifs. Ça veut quand même dire que probablement les professionnels, on ne se lavait pas assez les mains. Donc oui, prenons ce qui est nécessaire. Le lavage des mains, ça c'est ultra efficace. Suivons les normes qui permettent de protéger les enfants et les adultes, bien sûr. En revanche, restons attentifs aux droits de l'enfant. J'ai bien aimé. Oui, c'est vrai ce que vous avez dit. C'est pas parce que c'est un petit être humain qu'il a des petits droits. Et c'est vraiment important d'écouter non seulement sa parole, mais d'entendre ses besoins et d'être là, de nous adapter pour vraiment répondre aux besoins de l'enfant. C'est important pour l'avenir de tous. Donc, merci beaucoup. Vous me redonnez de l'énergie pour tout mon après-midi. Et plus. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci oui, beaucoup. Nous aussi, on est vraiment très heureux. Il y a beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de chaleur dans les échanges. Je vois qu'il y a des échanges en off qui se font sur le chat avec des professionnels qui discutent entre eux et qui trouvent vos paroles extrêmement intéressantes. Et plus que ça, hein, sur le long terme, elles vont nous permettre de conserver le sens de nos pratiques, de continuer à agir dans l'intérêt des enfants et de mettre en place des facteurs de protection. On voudrait aller vers moins de curatifs, moins d'urgence, plus de prévention, plus d'écoute des professionnels qui font un travail absolument remarquable. Moi, j'étais directrice je peux dire encore un mot. Je peux dire un mot encore parce que bien sûr, Isabelle. En ce moment, vu ce qui se passe, il me paraîtrait extrêmement utile et important de défendre le droit des enfants à l'intégrité de leur corps et donc d'opérer une prévention de l'inceste, une prévention des abus sexuels de manière générale, mais plus particulièrement une prévention des incestes dès l'âge de la crèche. Parce qu'il y a malheureusement des abus sur des nourrissons, il y a des abus sur des enfants de 1 an, de 2 ans. Et donc, si on peut faire de la prévention à cet âge-là, c'est vraiment très important. Donc, un accompagnement des familles, des parents et une prévention. Tu as complètement raison, Isabelle. Vous pouvez aussi télécharger le rapport des 1000 jours. Isabelle était vice-présidente. J'ai fait partie de la commission avec Boris Cyrulnik. Isabelle, on était 18. On a vraiment travaillé dans cet esprit de prévention sur le parcours de l'enfant. Vous pouvez télécharger à partir de notre site le rapport. Je vais rédiger une synthèse pour la semaine prochaine. Je la mettrai en partage sur le net. Vient le temps de poursuivre nos chemins de la journée. Je voudrais adresser un très, très chaleureux merci à Éric Delemare, défenseur des enfants. On se sent soutenu et ça, c'est fondamental pour nous tous dans nos structures d'accueil et en tant que parents, professionnels, quels que soient nos métiers. Merci beaucoup à Carole d'initier ces rencontres tous les premiers mardis de chaque mois à 13h15 et merci infiniment à Isabelle de son chaleureux soutien et ses réponses qui nous sont extrêmement précieuses. Merci à Marine de nous avoir accompagnés pour ce live. Merci à vous tous. Portez-vous bien, prenons soin les uns des autres. Mettons en place des facteurs de protection. Le plus puissant, c'est certainement d'être ensemble.
Et vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, avoir toutes les actualités. Devenez membre, on a besoin de vous, on a besoin de vous. Merci infiniment à tous, très bel après-midi et à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Carole. Au revoir Nathalie, au revoir tout le monde. Merci à tous. Merci, au revoir.